Normalement, quand on regarde une radiographie médicale, on a cette attente d'un ordre absolu. Ouais, que tout soit à sa place, quoi. Exactement. On s'attend à voir la clavicule bien alignée, la cage thoracique parfaitement symétrique. C'est rassurant, au fond. Voilà, c'est super rassurant parce que c'est une structure qui a du sens. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, que se passe-t-il quand on essaye de passer au rayon X l'angoisse de toute une époque? Ah, ça risque d'être beaucoup moins symétrique. C'est clair. Eh bien, notre exploration d'aujourd'hui est justement consacrée à une source visuelle unique qui fait exactement ça. Mhm. Il s'agit d'une huile sur toile, vraiment monumentale, qui s'intitule Spectre. Une œuvre assez incroyable, oui. Complètement. Elle a été réalisée par l'artiste peintre marocain Dani Zohir, qui est originaire de Meknès. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment une simple peinture réussit à capturer un traumatisme invisible pour lui donner une anatomie terrifiante. Bon, décortiquons tout ça. Eh bien, pour accomplir cette mission, on ne peut pas juste regarder cette œuvre comme un banal tableau dans un musée, tu vois. Non, j'imagine bien, il faut creuser plus loin. C'est ça. Ce que l'artiste nous propose ici, c'est presque une véritable autopsie psychologique. C'est une étude clinique sur la dualité entre la matière et l'esprit. D'accord. L'enjeu de notre analyse, c'est vraiment d'accompagner quiconque nous écoute à travers le chaos de cette composition pour comprendre la mécanique même de la peur. Genre, pourquoi certaines images nous mettent physiquement mal à l'aise? Exactement. Comment la peinture transforme un truc intangible en quelque chose de lourd et d'écrasant. Bon, commençons cette autopsie alors. Parce que si on regarde la structure globale de cette chose, de ce spectre, c'est comme si on avait pris toutes les angoisses d'une décennie, Mhm. qu'on les avait passées au mixeur et qu'on avait balancé le résultat sur une toile. C'est une très bonne métaphore visuelle. Ouais, visuellement, on est tout de suite happé par la partie supérieure gauche. Le crâne, oui. Voilà, il y a ce crâne humain super allongé, peint dans un jaune un peu maladif, quoi. Très ocre, oui. Et il ressemble pas du tout à un simple vestige archéologique. La partie haute du crâne semble littéralement s'évaporer vers le haut. Ouais, elle se disloque. C'est ça, elle se fragmente en plein de petits morceaux flottants. Et c'est là qu'il faut s'intéresser à la technique de l'huile sur toile. Peindre la désintégration d'un truc solide comme l'os, c'est un vrai défi. Ah bon, techniquement parlant. Ouais, l'huile, ça sèche très lentement. Ça permet à l'artiste de travailler dans le frais, d'étirer le pigment. Ah, je vois. Il peut fondre les bords tranchants du crâne avec le fond pour créer cet effet de volatilité et de fumée presque. Et ça marche hyper bien, ça donne un côté très instable. Complètement. Et au niveau du sens, c'est une attaque directe contre notre perception de la permanence. Parce que le crâne, c'est censé être ce qui reste à la fin. Exactement. C'est le symbole ultime de ce qui survit quand la chair a disparu. Et là, en le faisant s'évaporer, l'artiste nous prive de cette dernière certitude matérielle. C'est vrai que c'est perturbant, et ce malaise, il est amplifié par un autre détail qui est peut-être encore plus bizarre. Lequel? Encastré dans la pommette de ce grand crâne jaune, ou peut-être qu'il est en train de sortir de là, je sais pas trop, Mais je vois très bien de quoi tu parles. il y a un deuxième crâne, beaucoup plus petit et d'une couleur un peu grisâtre, on dirait genre une tumeur osseuse. Ou un parasite, ouais. Grave, un parasite macabre qui pousse à l'intérieur même de l'esprit. Et le choix des couleurs ici n'a rien d'anodin, tu sais. Notre cerveau réagit vraiment différemment aux teintes. C'est-à-dire? Le jaune ocre du grand crâne, ça rappelle l'usure, l'exposition prolongée au soleil ou au vent. C'est une mort qui a déjà vécu, si on peut dire ça comme ça. Une mort ancienne, d'accord. Et le petit gris? Le petit crâne grisâtre, lui, il absorbe la lumière. Il évoque l'ombre, la gestation d'une pensée hyper sombre. C'est l'angoisse qui se nourrit de son hôte. Une représentation physique de la rumination mentale, en fait. C'est exactement ça. La mort n'est pas figée, elle se multiplie. Et le pire, c'est qu'elle fait pas que se multiplier, elle attaque. Oui, la partie inférieure. Voilà. Quand on suit la ligne de ce grand crâne jaune vers le bas, on s'attend logiquement à trouver une mâchoire humaine. Et c'est la rupture. Mais pas du tout. L'os s'étire, se déforme et ça se termine par une gueule bestiale immense, Béante. avec ses crocs gigantesques. Des crocs disproportionnés, dignes d'un monstre des abysses, et une langue serpentine très longue, très fine, qui ondule vers l'extérieur. C'est glaçant. Et tout ça est encadré par un truc qui ressemble soit à une chevelure blonde, soit à des racines organiques qui pendent dans le vide. C'est fou. La transition anatomique est hyper brutale.
Cognitivement parlant, notre cerveau, il est programmé pour identifier les visages humains. Ouais, on voit des visages partout. Exactement, la pareidolie. Mais quand une structure familière, comme un haut de crâne, débouche d'un coup sur une mâchoire asymétrique de prédateur, Ça crée un bug. un bug perceptif total. L'esprit cherche la logique et se cogne contre l'absurde. La mâchoire représente la menace active, la destruction immédiate. Tu sais, en observant cette transition du haut vers le bas, de la boîte crânienne rationnelle à cette gueule de monstre, j'ai tout de suite pensé à une analogie. Je t'écoute. C'est comme regarder l'évolution humaine passer à l'envers, tu vois. Ah, une dévolution. Voilà. Le sommet de l'évolution intellectuelle se dissout littéralement dans les airs pour laisser place en bas à la fureur animale la plus primaire. C'est une régression totale. Je comprends tout à fait pourquoi on pourrait y voir une ligne droite régressive. Mais regardons comment fonctionne l'image de plus près. Vas-y. L'humain ne disparaît pas pour laisser la place à la bête. Les deux éléments sont présents en même temps, sur la même structure osseuse. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas un remplacement. Non, c'est une coexistence. L'homme et le monstre hurlent en même temps sur cette toile. C'est vrai que c'est le même morceau d'os au final. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus dérangeant de se dire que notre rationalité cohabite en permanence avec notre sauvagerie. Plutôt que de croire que l'une chasse l'autre, ouais. Voilà. D'accord, je vois la nuance. C'est le paradoxe qui crée le malaise. Mais alors si ce côté gauche de l'œuvre est le prédateur, la destruction pure, comment on explique le reste? Le côté droit, tu veux dire. Ouais, parce que la transition vers la droite du tableau, c'est une rupture absolue. On quitte la sécheresse agressive de l'os, c'est ton jaune et gris. Pour aller vers la chair. Exactement. On plonge dans quelque chose de beaucoup plus visqueux, peint dans des tons de rose et de beige. On bascule en fait de la mécanique de l'agression à la physiologie de la vulnérabilité. C'est une belle façon de le dire. L'os, ça tranche, mais la chair, ça absorbe. L'œil est attiré par la couleur chaude de ces tissus parce qu'inconsciemment, on y reconnaît notre propre matière corporelle. Sauf que là, cette chair, elle a vraiment rien de rassurant. C'est une accumulation de formes organiques complètement déformées. Oui, c'est très cru. Genre, au centre, il y a cette bouche géante, entièrement désincarnée. Elle est posée presque sur le sol de l'image. Elle appartient à aucun visage. Juste des lèvres et des dents. C'est ça, juste une masse rose avec des gencives et des dents d'apparence humaine. Elles sont super régulières contrairement au croc de gauche. Mhm. Et juste à côté, pour soutenir toute cette masse, il y a un pied humain sectionné. Posé sur une flaque sombre. Ouais, avec tous ces orteils posés sur un truc qui évoque du sang coagulé ou une ombre très lourde. C'est très perturbant. Mais pourquoi le fait de voir des dents humaines normales ou un pied bien dessiné, ça me met presque plus mal à l'aise que le gros monstre à mâchoire de requin C'est une excellente question. L'explication, elle se trouve dans un concept bien connu en esthétique, en robotique. La vallée de l'étrange. Ah, The Uncanny Valley. Exactement. Notre cerveau, il est très à l'aise avec ce qui est clairement humain, et il tolère plutôt bien ce qui est clairement monstrueux ou fictif. Parce qu'il sait le classer. Voilà. Mais quand on lui présente un truc très proche de l'humain auquel il manque un élément vital de contexte, l'alarme se déclenche. Genre une bouche sans visage. Tout à fait. Une bouche rattachée à un visage, c'est un outil de communication. Une bouche isolée, déconnectée d'un cerveau, ce n'est plus qu'une machine faite de viande. Berk. Elle ne parle plus, elle consomme juste. Elle devient un piège mécanique, oui. Et le pied sectionné joue exactement le même rôle cognitif. Comment ça? Un pied, sa fonction première, c'est de nous ancrer dans le sol, de nous donner de l'équilibre. Ouais. Voir un pied tranché servir de pilier à une masse monstrueuse, c'est une perversion de sa fonction. Ça nous indique que toute cette entité est construite sur une fondation brisée, sur une blessure. En parlant de perversion de fonction, il y a cet autre appendice qui fait office de pilier droit. Le tentacule rose, Ouais, c'est une sorte de tentacule de chair, mais il est torsadé sur lui-même comme un tire-bouchon. c'est vrai. C'est complètement invraisemblable sur le plan biomécanique, non? Mais ça soutient quand même tout l'édifice charnu. C'est la nature même du surréalisme. Donner une logique physique à l'illogique. Ça a l'air douloureux, honnêtement. C'est le but. La tension visuelle de cette vrille de chair torsadée, ça nous communique un sentiment de douleur sourde, comme un muscle crampé à l'extrême qui supporte un poids qu'il ne devrait pas porter. Je vois. Bon, je bloque sur un détail majeur de ce côté droit. Lequel? L'œuf. Oui, Au sommet de toute cette masse rose, il y a ce qui semble servir de tête, ou en tout cas de point focal. Et c'est une coquille d'œuf brisée. oui, incrusté dans la chair. Et de la fêlure coule un jaune d'œuf hyper épais, bien dégoulinant. Mhm. Et le plus troublant, enfin pour moi, c'est qu'il y a une petite aile blanche, très délicate,
qui est rattaché à cet ensemble visqueux. C'est un élément clé. Mais franchement, au milieu des crânes en décomposition et des bouches géantes, un œuf au plat, une petite aile, ça me semble presque hors sujet. Qu'est-ce que ça vient faire là, en fait? C'est pas du tout hors sujet, au contraire. C'est en fait le cœur émotionnel de la toile. Ah bon? Comment ça? Il faut comprendre l'œuf comme un archétype universel. Dans toutes les cultures, l'œuf, c'est la promesse d'une vie intacte. Un potentiel, quoi. Exactement, un potentiel en sécurité dans sa coquille parfaite. Le fait qu'il soit ici fracturé avant terme, Et que le jaune se répande partout? voilà, qu'il se répande inutilement sur une masse difforme, c'est l'image même de l'innocence corrompue. C'est un potentiel détruit avant même d'avoir pu naître. D'accord, c'est super triste vu comme ça. Et la petite aile blanche alors? L'aile blanche amplifie ce contraste. L'aile, ça représente l'élévation, la légèreté, parfois la pureté spirituelle. Mais là, elle a l'air ridicule par rapport à la taille du monstre. C'est le mot. Face à la lourdeur colossale de cette montagne d'angoisse, cette petite aile est pitoyable. Elle est incapable de faire décoller ce poids. C'est le triomphe de la gravité et de la matière sur l'esprit. Waouh! D'ailleurs, si tu regardes bien, la présence de la couleur aide vraiment à faire passer ce message de détresse. Tu parles de ces gouttes bleues éclatantes? Celles qui tombent de plusieurs endroits de la structure charnue? Précisément. Elles ressemblent indéniablement à des larmes énormes. Et la théorie des couleurs explique leur impact. Le fond de la toile est neutre. La chair est faite de couleurs chaudes, rose, beige. Et le bleu, c'est froid? Voilà, placer des larmes d'un bleu aussi vif, c'est utiliser une couleur froide pour trancher violemment sur le chaud. L'œil est attiré instantanément. C'est super efficace. L'os de gauche menace, mais la chair de droite souffre et pleure. Ces larmes bleues, elles humanisent soudainement cette masse monstrueuse. C'est tragique en fait. C'est pas juste un monstre sans cœur, c'est une créature qui ressent sa propre monstruosité. Exactement. C'est fascinant. On a donc d'un côté la faucheuse hurlante, agressive, et de l'autre la chair mutilée qui pleure. C'est vraiment la définition visuelle d'une attaque de panique. C'est un très bon résumé. Mais bon, tout ça nous amène à une question fondamentale. Où est-ce que cette chose existe? Dans quel espace? Et pour le comprendre, il faut s'arracher à la fascination du premier plan. Il faut regarder le vide qui l'entoure. Le vide, ouais. Parce que l'arrière-plan, il est incroyablement sobre. On n'est pas du tout dans un paysage de fantaisie ou dans les flammes de l'enfer. Non, c'est très plat. Un fond gris-beige, terne, un néant cotonneux. Mais, et c'est le détail qui m'a donné le vertige quand je l'ai enfin vu tout en bas à droite de la toile, La silhouette, oui, il y a une minuscule silhouette sombre. Quand on s'approche, on reconnaît carrément une ville, avec ce qui s'apparente à une tour ou un minaret. ce qui évoque directement l'architecture marocaine en lien avec l'artiste. Exactement. Et cette simple silhouette, elle modifie entièrement notre perception de l'œuvre. Tu sais pourquoi? L'échelle. Oui, ça introduit une échelle de grandeur. En histoire de l'art, on appelle ça le concept du sublime. Le sublime, c'est pas censé être quelque chose de beau? Pas forcément. Ça a été théorisé par des philosophes comme Burke. Le sublime, c'est ce sentiment mêlé de terreur et d'émerveillement face à quelque chose d'infiniment plus grand et puissant que nous. Ah, d'accord. Bah, la différence d'échelle, elle est terrifiante ici. Si cette petite tache grise, c'est une vraie ville humaine, Alors l'entité devant est titanesque. c'est un colosse de la taille d'une montagne. Voilà pourquoi le titre de l'œuvre, Spectre, prend tout son sens. Dans l'imaginaire collectif, un spectre, c'est quoi? Un fantôme, un truc transparent à taille humaine qui flotte dans un château. C'est ça. Mais Danny Zouir redéfinit le terme. Son spectre n'a rien de vaporeux ou de léger. C'est une masse oppressante, dense. Composé des peurs de toute une société. Exactement. Ce spectre ne hante pas une maison, il surplombe toute une civilisation. C'est glaçant. D'ailleurs, juste à côté du pied coupé géant, il y a la signature de l'artiste, Danny Vin. Oui, On sait que l'artiste est de Meknès, ce qui explique le minaret. Il ancre son cauchemar chez lui. Mais le chiffre 20, c'est une référence à 2020, non? l'année de la pandémie. Voilà, l'année où tout s'est figé face à une menace invisible. La maladie, le confinement, le deuil. Ce gros monstre, c'est l'ombre de la pandémie. C'est l'interprétation la plus directe, oui. Le choc de 2020 a vraiment provoqué une prise de conscience de notre fragilité. Nos villes paraissaient soudain très petites. Comme sur la toile. Nos systèmes qu'on croyait invincibles sont apparus vulnérables. Le virus était invisible, alors l'artiste lui a donné un corps, fait de mort et de souffrance. Je vois l'idée. Mais tu sais quoi? Je me permets de te défier un peu là-dessus, hein. Vas-y, je t'en prie.
Est-ce qu'on réduit pas la portée de cette peinture en la limitant juste à l'étiquette art de la pandémie? Parce que quand je regarde ce crâne féroce et ce pied mutilé, j'y vois un truc beaucoup plus vaste. J'y vois l'éco-anxiété, l'effondrement, ou juste le fardeau de la condition humaine. C'est pas faux. Ce monstre me semble bien plus vieux que 2020. C'est une excellente observation. Et d'ailleurs, c'est le propre des œuvres majeures de transcender l'événement qui les a fait naître. Donc 2020, c'est juste le déclencheur. Exactement. Le traumatisme de 2020 a probablement été le catalyseur pour Danny Zweir, l'étincelle, quoi. Mais l'angoisse représentée, elle est intemporelle. Ouais. Les symboles utilisés, le crâne, les crocs, l'œuf brisé, s'appuient dans un vocabulaire de la peur qui est gravé dans notre ADN depuis toujours. Le chiffre 20, c'est juste la porte d'entrée. Tout à fait. L'horizon que la toile déploie englobe toute la fragilité humaine, face à l'inconnu, peu importe l'époque. C'est un voyage visuel assez dingue quand on y repense. Extrêmement riche. On a commencé par parler de la radiographie, de notre besoin obsessionnel d'avoir des structures claires et réconfortantes. Et on a fini face au chaos. Grave. On a basculé dans la dissection d'un cauchemar, la mort agressive d'un côté, la vulnérabilité douloureuse de la chair de l'autre. Et tout ça magnifié par la technique de l'huile, qui donne un poids étouffant à une émotion. Ça prouve bien que l'art, ça sert pas juste à faire joli dans un salon. Parfois, sa fonction première, c'est de donner une forme au chaos ambiant pour qu'on puisse enfin le regarder en face. C'est très juste. L'œuvre de Danny Zweir nous montre qu'il faut avoir le courage d'inspecter l'horreur de près. Même quand c'est dégueu. Surtout quand c'est dégueu. C'est en affrontant l'absurdité de ce pied sectionné ou la tristesse de cette œuvre qui pleure des larmes bleues qu'on comprend mieux comment notre propre esprit fonctionne face aux crises. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui naviguent tous les jours dans le flux d'infos anxiogènes, tu sais, le fameux doom scrolling. Ah oui, le défilement infini de mauvaises nouvelles. Exactement. Chaque jour, on accumule des petites doses de peur, des crises lointaines ou proches. On s'en rend pas compte, mais on nourrit notre propre monstre. On l'engraisse, littéralement. Ce spectre sur la toile, avec sa taille ahurissante, c'est un peu la manifestation de cette charge mentale collective qu'on porte tous sur les épaules sans jamais pouvoir la nommer. La matérialisation de la charge mentale, c'est une excellente façon de résumer l'impact de ce Léviathan. Ce qui nous laisse avec une ultime réflexion, assez dérangeante d'ailleurs, quand on prend un peu de recul sur Spectre. Dis-moi. On a beaucoup parlé de ce titan destructeur qui plane au-dessus de la petite ville humaine sans défense, comme si la menace venait d'en haut, de l'extérieur. Oui, comme un nuage toxique. Mais face à cette accumulation de crânes humains, de chair rose, de bouches familières, on peut vraiment se demander si la menace vient de l'extérieur. Ah, je vois où tu veux en venir. Un tel monstre fait de nos propres os et de notre chair, est-ce vraiment un prédateur étranger? Ou bien est-ce que le peintre ne nous tend pas simplement le miroir le plus cruel qui soit? Un miroir de nous-mêmes. Voilà, nous prouvons que la monstruosité chaotique qui menace de nous écraser, elle a toujours grandi à l'intérieur même de l'humanité. L'angoisse n'est pas une entité étrangère, c'est nous, en plus grand. C'est une pensée vertigineuse. Et c'est là-dessus qu'on va vous laisser réfléchir. Merci d'avoir partagé cette plongée fascinante avec nous. Gardez l'œil ouvert.